Alain Finkielkraut, 65 ans. Croisé de la laïcité, philosophe du pessimisme, sa passion féroce pour une certaine idée de la France déclenche l'indignation des plateaux télé. Ce soir, choisira-t-il l'apaisement sur le divan de Marc-Olivier Fogiel ? Bonsoir Alain Finkielkraut. Bonsoir. Généralement, les invités répondent au moins à la première question. Après, c'est plus compliqué. Il fallait que je réponde tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ah oui, c'est une question dont vous pensez qu'elle me ressemble. Moi, le triste, le mélancolique. Eh ben, je vais vous donner une réponse. Je voyais l'autre jour à la télévision un reportage sur la réforme du collège. Et on nous a montré un collège du Val-de-Marne, je crois. C'était une classe avec 2 professeurs au tableau, le professeur de français et le professeur de gymnastique. Les élèves, disait-on, ne prenaient pas de notes, c'était beaucoup plus agréable. Ce qui leur était demandé, c'était de préparer un programme, une vidéo sur le thème « Convaincre vos camarades de faire du handball ». Et les élèves interrogés disaient que ça leur plaisait beaucoup, que c'était beaucoup mieux que les cours de grammaire et que, voilà, ils étaient contents de pouvoir faire ensemble, parce que toujours en équipe, cet exercice. La question, c'était qu'est-ce qui ne va pas, Alain Finkielkraut, hein ? Mais c'est qu'est-ce qui ne va pas ? Moi, ça va très bien. Moi, ça va très bien, mais c'est le monde dans lequel je vis. Comme vous y allez, pour démarrer, Alain Finkielkraut, vous savez que cette question, elle vous est pas destinée qu'à vous, elle est destinée à tous vos prédécesseurs et à ceux qui vont vous succéder. Ils sont dans des petites choses un peu personnelles, un peu je suis mal installé, un peu... Et vous, hop, déjà l'obsession de l'école pour démarrer. Oui. Non, mais c'est très bien. Non, mais c'est très bien. Mais on va vous savez, j'ai préparé cette émission. On ne sait pas comment on se prépare à une épreuve qu'on ne connaît pas. Je parlerai de moi lorsqu'effectivement vous me poserez des questions précises, mais je n'ai pas d'autre réponse que celle-là à la question. Qu'est-ce qui ne va pas ? D'accord. Et si vous m'interrogez sur moi-même, j'ai eu des périodes très difficiles, j'ai été malade, j'ai connu la dépression, et entre la dépression et la maladie, je choisis encore la maladie, je dois dire. Pour le moment, ça va. Mais je le dis avec une certaine inquiétude, parce que j'exerce un drôle de métier. On dit que je suis écrivain, mais je vis sous cette espèce de despotisme que je me fais à moi-même en me disant il faut que tu continues à penser, il faut que tu continues à écrire, avec l'angoisse que l'inspiration s'arrête brutalement. Allez, je reprends Donc, la ça main. va, mais c'est pas sûr que ça aille tout le temps. Waouh, ça va être costaud ce soir, Alain. J'ai un patient... Ah, ça vous embête ? Ah non, pas du tout. On tout. peut arrêter. Ah, mais pas du tout. Mais on va essayer quand même de démêler le fil de votre vie. Mais moi, je vais d'abord commencer par vous expliquer, cher Alain Finkielkraut, pourquoi je vous ai invité. Si je vous ai invité, c'est que... Eh bien, c'est que je me suis dit que quelqu'un qui se met dans un tel état de transe pour une joute verbale et qui sort des plateaux télé aussi lessivé qu'un marathonien avait une place prioritaire sur ce divan, toujours très accueillant envers les êtres possédés. Ça, c'est la première raison. Autre raison, vous êtes obsessionnel. Islam, éducation, nouvelles technologies, certains thèmes tournent en boucle dans votre tête comme un disque rayé. C'est la malédiction d'Internet, qui est un immense C'est cloaque. vraiment une malédiction, Internet. Oui, Internet pour moi, oui. Alors, cher Alain, êtes-vous aveuglé par vos peurs et vos lubies, ou êtes-vous le prophète annonciateur d'un monde bientôt enseveli ?
Et puis avant les débats de haute volée, ce pourquoi aujourd'hui vous courez les plateaux télé, vous étiez léger et culotté, vous parliez de sexe, d'amour, de désir. La pornographie est une sorte d'interprétation de la libération des femmes. Alors Alain, où est passée cette insoupçonnable légèreté de votre être et pourquoi la pesanteur vous a-t-elle à ce point rattrapé? Et puis la dernière raison, c'est ça. L'enfer, c'est les autres, vos contradicteurs vous fatiguent et les écouter, ça vous coûte. Alors ce soir, je vous rassure, vous n'aurez même pas à vous battre pour prendre la parole. Ici, vous l'aurez, mais attention Alain, à ne pas vous auto-énerver. Vous auto-énervez. Ah, ça m'a énervé. Mais je vais rester serein. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je réponde? Auto-énervé, ça vous arrive de vous auto... Jamais. Alors là, vraiment, jamais. Je ne m'énerve pas tout seul, je ne me laisse pas prendre à mon propre discours. Il est vrai qu'il peut m'arriver de perdre mon sang-froid dans certaines discussions, mais... c'est dans des occasions précises. Alors, on va raconter tout ça dans un instant, Alain Finkielkraut, la façon dont quand même vous êtes en ébullition permanente. Je le vois sur ce divan, même s'il n'est pas des plus confortables, vous êtes celui qui a l'air d'être le plus mal installé. Vous avez les pieds qui tapotent, vous avez les mains qui tremblent. Je suis à la télévision quand même. Moi aussi. Oui, d'accord, mais donc je suis un peu en ébullition. J'ai pas envie de dire n'importe. Alors le problème, en effet, c'est que quand je réfléchis, je fais des gestes. Et alors, je pense que ça doit énerver des gens, c'est-à-dire que pendant que les autres parlent, je les écoute, mais je fais des gestes. J'ai toute une espèce de pantomime parce que je suis en train de réfléchir aux réponses que je vais faire. Ça, c'est mon côté épileptique. C'est ça, qu'on va illustrer voilà. Dans un instant, mais je ne veux pas démarrer par ça parce que j'aimerais montrer d'abord l'autre Alain Finkielkraut, un peu insoupçonné en tout cas pour pas mal de gens. Le Alain Finkielkraut, léger, drôle. Les gens qu'on a appelés pour préparer cette émission, donc votre entourage, disent mais vous ne pouvez pas imaginer. Il est très drôle, Alain Finkielkraut, hein. Et il est léger. Vous qui êtes un grand érudit... Non. Comment non? Je suis pas du tout un grand érudit. Je connais toutes mes lacunes, justement. Alors c'est vrai, je cherche dans la pensée des autres de quoi, si vous voulez, affermir la mienne, mais je ne réponds pas, hélas pour moi, à la définition de l'érudit. Non. Mais bon, voilà, je fais cette petite précision. J'aimerais être un érudit, je ne le suis pas. Je me cultive comme je peux. Vous connaissez les grands auteurs. Je vais vous lire des citations. Vous allez me dire de qui elles sont. Évidemment, vous allez comprendre vous allez tout voir, de suite. ça va être nul. Non, vous allez comprendre tout de suite. Exclusif, la différence des sexes n'existe pas. Les femmes pètent aussi. Ça, c'est le nouveau désordre amoureux, mais je ne peux pas m'attribuer. Non, c'est Pascal Bruckner. Mais c'est cette tous les deux. Mais je l'ai assumé. Hein. Mais il y en a d'autres. Dans ce livre-là, c'est pour... Cette phrase-là, c'est Pascal Bruckner. Je l'ai trouvée très drôle, donc nous la co-signons. Enfin, il y a en 1977, donc ça date pas d'hier. Oui, il y a autre chose. Il y a par exemple, et pas que évidemment, je ne veux pas caricaturer le livre, mais c'est pour montrer un Alain Finkielkraut qu'on ne connaissait pas. Avis à tous les anxieux, la taille du pénis n'a aucune importance, les érections masculines normales varient de 15 à 17 cm, etc. Ou encore, je lâche la purée, je dégorge mon pruneau, je fais mousser mon blaireau, je vide mon jus de couille, je fais la vidange, je jute ma morue, je chie mon foutre. Ouais, bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, je suis tout rouge. Ce que vous me dites, c'est qu'est-ce que vous avez gardé de cette légèreté-là je ne sais pas si c'est tellement un exemple de légèreté. La question de l'amour m'a, me hante et me tourmente depuis le nouveau désordre amoureux. J'ai écrit La sagesse de l'amour. J'ai écrit plus récemment Et si l'amour durait, une série de lectures, de romans qui posent cette question de la permanence dans l'amour. Donc je n'ai pas du tout abandonné ce sujet. Mais il y avait une forme de jubilation à ce moment-là. Oui, alors peut-être qu'il y avait une forme de jubilation. C'était une époque où il s'agissait d'innocenter le désir. Et il y avait aussi une autre dimension. C'était de dire que dans la relation
sexuelle ou relation amoureuse, la différence est préférable à l'unité. C'était ça que nous essayions d'apporter à, disons, la pensée 68 Alors, en regardez général. Alain Finkielkraut. C'était pas seulement léger, il y avait quelque chose d'un hymne à la dissymétrie entre l'homme et la femme, et aussi à cette expérience qu'est la rencontre amoureuse. Alors regardez comment vous le disiez à l'époque avec votre copain Bruckner. Vous étiez jeune, beau, ténébreux. Je suis moche maintenant. Pardon ? Non, mais c'est terrible, vous étiez jeune, beau, ténébreux. Le problème, je vais vous dire une chose. Là, je vais parler de moi, mais on ne sait pas l'âge qu'on a. Et surtout, il y a une chose absolument terrible, c'est pour ça que la télévision me fait peur, c'est-à-dire que l'image de moi que je vois, notamment à la télévision quand je crie, là... Celle-là, par exemple, ouais. Taisez-vous, taisez-vous. Et l'image que me renvoie mon miroir ne sont pas les mêmes. Elles sont très différentes. Et donc, le jeune homme ou l'homme jeune que j'étais, j'ai toujours l'impression que c'est moi. Je vais vous raconter une expérience récente. Je suis à l'hôpital des 15-20. Donc pour les yeux. Pour les yeux. Vous qui avez souffert d'un lymphome. Décollement de la rétine, à l'occasion duquel on a découvert un lymphome. Et malheureusement, le décollement de la rétine a été lui-même traité trop tard, donc je n'ai qu'un œil véritablement valide. Donc cet œil, on veille sur lui. On me fait un champ visuel qui est comme une sorte de baccalauréat de l'œil. Hein. Vous êtes là, vous appuyez sur votre truc, donc je suis très tendu, j'espère avoir de bons résultats. Et puis, il y a une jeune femme qui s'occupe de moi, et puis un peu plus loin, il y a 3 assistantes qui sont là, et puis je me lève pour aller voir le médecin, l'ophtalmologiste, et l'une des assistantes s'approche de moi et me dit « Ah, monsieur Finkielkraut ». Et moi, je pense, elle m'a reconnu, elle va me demander une signature, et donc je prends je me rengorge et je prends un air modeste, et elle me dit « Écoutez, monsieur Finkielkraut », c'est une jolie jeune femme, vous étiez dans la même classe que mon grand-père. Et je dis, mais pourquoi vous me dites ça ? Vous comprenez ? Donc, c'est une situation à laquelle je n'arrive pas à me faire. Mais pas du tout. Il va bien falloir que je n'ai pas l'âge qu'on croit que j'ai, et même que cette image renvoie. Il faudra que je m'y fasse, mais j'y arrive pas. En tout cas, en 1977, vous étiez par définition beaucoup plus jeune. Eh oui. Vous avez vieilli comme tout le monde. Eh oui. Vous le dites très gentiment, hein. Pas à pas. Mais c'est bien, c'est bien. Vous êtes un très bon thérapeute. Et vous étiez plus léger. Non, pas du tout. Allons-y. Ah non, très mauvais thérapeute, alors. Allons-y. Il fut un temps où le couple était totalement hostile à l'idée d'aventure. C'est-à-dire qu'on se mettait en couple, on cessait d'être célibataire, on cessait d'avoir des aventures, on avait une petite vie. On choisissait le bonheur, la sécurité ou l'ennui contre l'aventure. Or, il s'avère aujourd'hui que les conjoints ont cette espèce d'idée peut-être impossible, peut-être absolument utopique, qui est de réintroduire l'aventure, l'intensité à l'intérieur de la vie conjugale. Je voulais dire quelque chose... pour ma part, je ne sais pas, évidemment, et moins bien que Marie-Françoise Hans, si la pornographie influence comme ça le comportement des gens, car je n'ai pas fait d'enquête. Ce dont je me suis rendu compte en réfléchissant là-dessus et en voyant des films porno, c'est que la pornographie est une sorte d'interprétation de la libération des femmes. C'est-à-dire que dans la pornographie, on vous dit une femme libérée, c'est ça. Une femme libérée, qu'est-ce que c'est ? C'est une femme toujours prête pour le désir des hommes. Il faut que je réagisse ? Vous faites ce que vous voulez. Hein. Ah bon, écoutez, ce que je dis n'est pas c'est pas mal, mais c'est pas particulièrement léger. Mais le jeune homme solaire qui était là quand même, il n'est pas recouvert. Quoi, maintenant, je suis quoi ? Non, j'étais pas solaire. Bien sûr, si vous voulez, il y a l'insouciance. Voilà, comme disait ma mère, tu as toute la vie devant toi. Elle l'a dit pendant très longtemps. Maintenant, si on me le disait, on me mentirait atrocement. Donc, effectivement, je n'ai pas toute la vie devant moi. Simplement, bien sûr, j'ai pris acte de justement la finitude du monde, ou si vous voulez de la catastrophe en cours, ce qu'à l'époque je ne voyais pas avec la même clarté. Mais cela n'implique
absolument pas l'absence de légèreté, de se moquer d'elle. Quand votre fils Thomas nous dit que vous êtes un déconneur, un fantaisiste, hein, que quand il était plus jeune, vous faisiez rire tous ses amis, qu'est-ce qui reste de ça chez vous aujourd'hui? Mais, voilà, c'est mon fils. Mais exactement la même chose. Je regardais le match PSG-Chelsea avec le neveu d'une amie qui habite au 4e étage. Il a 13 ou 14 ans, et à ma grande surprise, c'est un supporter de Chelsea. Et il avait, comme les enfants, quoi, il avait le maillot d'Eden Hazard. Et donc, je lui dis, tu n'as pas à te comporter comme un ennemi chez moi, comme un traître, et on s'est amusé tout au long du match. Et je trouve exactement le même type de contact avec ce petit garçon de 14 ans que celui que j'avais avec les amis de mon fils. Donc, rien n'a changé. Mais je vais pas, sauf aujourd'hui, parce que vous le demandez, à la télévision, c'est pas ce qu'on me demande. D'accord. On me demande de parler des choses, de parler du monde, éventuellement même de parler de l'amour, et j'essaye par respect du public d'être aussi pertinent que je le peux. Je suis pas là pour faire des blagues. Alors, cette légèreté, vous la partagez avec vos amis. On va faire une petite parenthèse avec l'une d'entre elles, qui est une journaliste du Monde reconnue. C'est Marion Varenterghem. Bonsoir, vous êtes Bonsoir. avec nous. Merci d'être là. Merci à vous. Ah, votre copain, il est difficile à suivre. Hein. Ouh. Comment il est au quotidien? C'est vrai que j'ai toujours du mal à le voir à la télévision parce que c'est pas la personne que je connais et qui est très drôle. Mais vous parliez de légèreté, je ne dirais pas que son humour est léger. C'est plutôt quelque chose chez lui de distancié, un sens de la nuance, de la distance, de la mise à distance, du contraire de l'esprit de sérieux. Ça ne l'empêche pas d'être sérieux. Mais il est en effet extrêmement drôle. Et là, je vois qu'il ne sourit même pas. C'est bizarre. Il n'est pas drôle du tout à la télé. Et puis, il a l'air toujours un peu nerveux. Je pense que c'est quelqu'un de fondamentalement inadapté au monde moderne, aux loisirs modernes, aux médias modernes, à mes amis de gauche, à mon journal. Et cette inadaptation donne chez lui une sorte de mélange entre le chagrin et la colère. Et il suffit de voir, faites l'inventaire de ses titres de livres, L'humanité perdue, La défaite de la pensée, L'identité malheureuse, j'en oublie, je sais pas, enfin des titres pas franchement joyeux et très ashkénazes en fait. J'ai quand même d'autres titres, hein. J'ai aussi Un cœur intelligent et Si l'amour durait. Donc quand vous le voyez là, il ressemble pas du tout à celui avec qui vous partagez des soirées, en fait. Non, parce que c'est vraiment quelqu'un de drôle, mais quand je dis drôle, c'est difficile d'imaginer à quel point il est drôle. Alain Finkielkraut est quelqu'un qui déclenche des fous rires à en faire mal au ventre. Et votre plus grand fou rire à tous les deux, c'est ensemble, en ayant pris des antidépresseurs. On les a pas pris ensemble. Hein. Si, non, mais il y a eu un déjeuner qu'on a partagé où on était en effet tous les deux déprimés sous antidépresseurs. Et c'est vrai que lui, déprimant, parlant de sa déprime, ça valait une boîte de Prozac, je pense. Ce qu'elle dit de vous, Marion, quand elle vous voit à la télé comme ça, sinistre, hein, vous avez dit. Mais non, mais Oui. Arrêtez avec ça. Non, mais arrêtez de si, le c'est dire à vrai. elle. Mais d'abord, je ne suis absolument pas. La question n'est pas de savoir si on est sinistre ou non. Je prends au sérieux la télévision. Et on ne peut pas retrouver sur un plateau de télévision le climat, la convivialité d'un repas entre amis. Très bien. C'est tout à fait autre chose. On l'a compris. Avec les amis, voilà, il y a une complicité, il y a une liberté, il y a la possibilité d'aller trop loin. Écoutez, la réalité, c'est que nous vivons aujourd'hui sous la surveillance d'un véritable code de la route. Avec vos amis, vous franchissez la ligne jaune, vous allez très loin, vous vous amusez comme des fous grâce à cette liberté extraordinaire. Il est d'ailleurs légitime que cette liberté n'existe pas ailleurs. Et donc, on ne peut pas juger, si vous voulez, d'une performance télévisuelle avec les critères qui sont ceux d'un repas entre amis. Juste Voilà. là-dessus, Marion, pour terminer, est-ce qu'il y a des sujets, en privé donc, pas à la télévision, sur lesquels on ne peut pas rire avec Alain Finkielkraut? Je
pense qu'on peut rire de vraiment à peu près tout. On a ri d'à peu près tout. Mais ce que je voudrais, pour préciser ma pensée, je voudrais casser l'image qu'il peut donner d'un fondamentaliste dans la manière qu'il a d'exposer ses idées. Et c'est l'impression qu'il donne parfois à la télévision. Et je pense que cette capacité d'humour qu'il a est la preuve intrinsèque que ce n'est pas un fondamentaliste. Et je suis un peu désolée, que même s'il dit que c'est réservé au repas entre amis, que cette capacité d'humour et de mise à distance n'apparaissent pas dans son image publique. Merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup. C'est vrai que ça n'apparaît pas, Alain Finkielkraut, dans votre image publique. On va essayer d'ailleurs de comprendre pourquoi. On a bien compris qu'à la télé, c'est pas l'espace du privé. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que quand vous vous y produisez à la télé, pour des idées, alors là, cet aspect drôle n'apparaît pas. 68, c'est fini. Alors tu la fermes. Ouh là là, monsieur le professeur, soyez poli avec vos élèves. Je vous donnerai la parole après. Soyez peut-être d'une violence. Le sujet, c'est moi qui le choisis. Et si c'est moi, c'est moi. J'enfile ma quenelle dans le fond du fion du sionisme. Où est la religion? Nationaliste et un simple nationaliste. Alors que Maurice Barrès... Est-ce que vous savez qu'il est allé C'est à horrible Auschwitz? ce que vous dites. C'est horrible ce que vous dites. Vous le savez que Non, non, Abdel Rauf Dafri. Abdel Rauf Dafri. Tout sauf romantique. Abdel Rauf. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Quand vous voyez dans cet état-là. Mais non, mais tout ça, non. Il n'y a pas de portrait à tirer de cette juxtaposition. Nous vivons un moment particulièrement difficile aujourd'hui. Si vous voulez. Premièrement, alors d'abord, un antiracisme qui a perdu la tête. C'est-à-dire l'antiracisme, c'est d'abord un principe. Ce principe dit « tous les hommes sont des hommes ». Mais ce principe, malheureusement, aujourd'hui, a été remplacé par une thèse. Cette thèse, c'est qu'il n'y a pas de problème d'immigration, de problème d'intégration, de problème d'islam en France, il n'y a qu'un problème de racisme. Les faits qui contredisent cette thèse sont mis de côté, sont occultés, et les personnes qui se permettent de penser autrement sont clouées au pilori. Donc je me retrouve... Ça, Alain, ça donne donc ça, j'ai bien compris. Vous n'avez pas... Non. Et vous allez pouvoir développer, vous allez voir dans quelles conditions. Attendez, une seconde, je donne un exemple, je ne vais pas prendre tous les exemples, mais je suis face à Edoui Plenel. C'est pas moi qui m'énerve. Edoui Plenel, mon grand ami Edoui Plenel, a écrit un livre pour les musulmans, dans laquelle il dit qu'il est dans la position de Zola défendant Dreyfus, et que moi, je suis l'équivalent contemporain de Maurras. Donc, vous imaginez la tension que cela... Je réponds à une accusation extrêmement violente. Et c'est à cette violence, c'est cette violence qui provoque en moi la véhémence que vous voyez. Et si je passe à la télévision, soit pour m'énerver, soit pour répondre tranquillement, parce que je réponds très souvent tranquillement. Mais même pas là, hein, vous avez vu? C'est pas grave. C'est parce que face à cette malveillance, eh bien, justement, je peux m'exprimer. La télévision, pour moi, c'est une instance d'appel. Si on a décidé que j'étais réactionnaire, raciste et fasciste, eh bien, je peux venir dire, si vous voulez, présenter ma défense au public de juger. Mais évidemment, ça exige de moi un certain investissement, un certain engagement personnel. Mais vous savez, même dans les dîners, hein, quand je réfléchis, ben je suis en ébullition et la parole peut monter et on se dispute aussi. On s'amuse beaucoup, mais il arrive qu'on se dispute. Et avec mes meilleurs amis ou peut-être ma meilleure amie que je vénère, on se dispute comme des chiffonniers depuis 30 ans. Donc ça fait partie de la vie, ça fait partie de moi. Est-ce qu'il y a une part de parano aussi qui fait partie de vous? Non. Absolument non. Pas. On va voir, en tout cas, ce que dit un de vos proches amis, Milan Kundera, pas n'importe qui, de cette façon que vous avez de réagir en permanence, même quand vous n'êtes pas en accusation. Alain Finkielkraut est l'homme qui ne sait pas réagir. Quand il rencontre
quelque chose qui lui paraît stupide ou injuste, il ressent tout de suite un besoin indomptable d'élever la voix. Il est d'une sincérité redoutable. Il n'a aucun sens tactique ou stratégique. Autrement dit, il a un grand talent de se faire des ennemis. Est-il si fort, si invulnérable? Hélas, il est très vulnérable, mais ses blessures excitent encore plus sa sincérité. Ah, c'est magnifique, qu'est-ce que vous voulez? Puis quand j'entends cette voix, je suis pétrifié d'émotion. C'est une des chances de ma vie que d'avoir rencontré Milan Kundera. Il parle de vulnérabilité. J'ai croisé beaucoup de gens, d'intellectuels, mais j'ai eu la chance de rencontrer Milan Kundera, de nouer une amitié avec lui, de rencontrer par lui d'ailleurs Philippe Roth, de nouer une amitié aussi plus lointaine. Et voilà, donc vous voyez, je suis à certains égards un homme comblé. Qu'est-ce qui ne va pas? Beaucoup de choses, mais pas moi et pas ma vie. Vulnérable sans aucun doute. Et peut-être y a-t-il quelque chose qui tient à ma personnalité, c'est-à-dire j'ai peur constamment de l'hébétude. La dépression, c'est la prostration. Et puis je peux me lever le matin, m'installer à mon bureau, et puis voilà, rester dans le vague, dans une sorte de magma indifférencié, ne penser rien. Et les événements font effraction dans ma vie et me forcent à penser, mettent un peu ce que j'ai d'intelligence en action. Voilà aussi pourquoi je leur fais cet accueil. Voilà aussi pourquoi j'essaye de penser le présent. Parce que sinon, s'il n'y avait pas le chagrin, l'inquiétude, l'étonnement qu'il provoque en moi, peut-être ne penserais-je rien du tout. Le chagrin, l'inquiétude, Alain Finkielkraut, ça nous renvoie forcément... Bah oui, forcément, mais ça nous renvoie forcément à l'enfance. Non, pas du tout. Ah bon? Non, pas du tout. Bah, non, en tout cas, ça me renvoie à la réalité actuelle. Non mais, on va aller chercher dans les racines peut-être quand même. Peut-être, d'accord. Ah bah oui, c'est votre métier. Non. Je blaguais. J'ai bien compris. Je dis ça pour Marion. J'ai bien compris. Il y a une phrase qui résume votre enfance. Vous êtes le fils unique de 2 orphelins. Oui, ça la résume d'une certaine manière. Mes parents ont perdu leur famille pendant la guerre. Mon père a été déporté, ma mère a vécu l'enfer aussi en se cachant, comme d'autres juives polonaises dans la gueule du loup, c'est-à-dire en Allemagne, et puis en quittant dans des conditions terribles l'Allemagne pour la Belgique, etc. Et mon père a été déporté de Paris, ma mère, ils se sont rencontrés en 47-48. En 48, je suis né un an plus tard. C'était 2 orphelins, leurs parents étaient morts, et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas eux-mêmes renoué avec la tradition. Ils n'étaient pas religieux, mais ils avaient été élevés dans la tradition juive. Au moins, le respect du Shabbat était fait, et je n'ai rien connu de tout ça. Ils ne vivaient plus sous le regard de leurs parents, et beaucoup de juifs ashkénazes de ma génération, c'est ce qui les définit. Nous n'avons pas eu de grands-parents, voilà. Mais j'aime cette photo de mes parents, parce que ce sont mes parents tels que je ne les ai pas connus. Cette photo est assez posée, d'ailleurs, visiblement. Le photographe leur a demandé de se mettre comme ça. Mais c'est mes parents avant. C'est mes parents libres de moi. Et ma mère, je la reconnais un peu, mais il y a en elle une sorte d'élégance, de coquetterie, où elle n'est pas encore une mère. Je dirais, ma mère, elle n'avait que moi. J'exagère en disant cela, je force le trait. Mais c'était un amour exclusif, magnifique et abusif à la fois. Je ne vais pas vous faire les violons d'Albert Cohen. Ça avait des côtés très pénibles, un peu sacrificiels pour elle, qui vivait par procuration.
Et donc, tout d'un coup, cette femme d'avant la mère, libre en quelque sorte de cet instinct maternel dans lequel elle s'est en quelque sorte précipitée corps et biens, c'est une image que je trouve absolument magnifique et je suis heureux en plus qu'il y ait cette émission pour la montrer. Ma mère est morte il y a peu de temps, au mois de décembre 2014, très âgée, très fatiguée, et voilà, c'est une façon de la faire exister. Alors, vous êtes arrivé... Je suis heureux d'avoir cette occasion aujourd'hui. Vous êtes arrivé donc après cette image-là. Vous êtes arrivé en 1949. Votre père est resté 4 ans à Auschwitz. Votre mère, vous l'avez dit, était dans la gueule... 3 ans, je crois, 42-45. Votre mère était dans la gueule du loup. Oui. En Allemagne. On hérite de quoi ? C'est un héritage étrange, si vous voulez. Et mes parents n'étaient pas silencieux. Voilà. On dit beaucoup que ceux qui ont beaucoup souffert, notamment les anciens déportés, ne voulaient épargner à leurs proches le récit de ce qu'ils avaient vécu. Ce n'est pas vrai. Alors, il y a 2 choses chez mes parents. Évidemment, ils étaient brisés, hantés par ce qu'ils avaient vécu, et surtout vivant, au milieu des défunts. Toutes ces pertes auxquelles ils ne pouvaient pas se résigner. D'un autre côté, dans les années 50, ils vivaient, et on a oublié, dans une sorte de liesse incroyable. Ils avaient un groupe d'amis, et ils sortaient tout le temps. Et donc moi, c'est la concierge qui me gardait à la maison, à l'appartement, parce que j'avais peur tout seul, mais ils sortaient 3 à 4 fois par semaine. Ils allaient, et puis, manger jusqu'à pas d'heure des soupes à l'oignon au Halles. Ils se rattrapaient. Ils se rattrapaient, et il y avait une sorte d'excitation, d'exaltation. Et en même temps, je vous dis, une disponibilité à parler et une mélancolie profonde. Et malheureusement, je n'ai pas moi-même su leur poser assez de questions. J'écoutais bien sûr, mais je reproche maintenant de ne pas avoir pris, par exemple, mon père entre 4 yeux et de ne lui avoir demandé de me raconter dans le détail, dans la trivialité des petites choses, ce qu'était une journée à Auschwitz, que ça avait été son voyage à Auschwitz, pour Auschwitz, de Bonne-la-Rolande et Drancy, etc. Mais j'ai compris, si vous voulez, peu à peu, que la fierté que je ressentais d'avoir des parents pareils, qui avaient connu ce malheur, me tenait lieu de curiosité. Voilà. Ce malheur, c'était un peu mes quartiers de noblesse. Et en plus, mes parents, comme beaucoup de juifs polonais de leur génération, ne voulaient plus entendre parler de la Pologne. Mais j'aurais dû leur forcer la main. J'aurais dû supplier mon père de m'accompagner un jour à Auschwitz. Ils avaient maudit la Pologne et je n'ai pas fait ce voyage. Et lorsque je suis allé à Lvov, ville natale de ma mère, il était trop tard, beaucoup trop tard, pour qu'elle m'accompagne. Et c'est un regret et c'est même un remords pour moi. Voilà mon père, très peu de temps après la sortie des camps. Alors, encore mon père d'avant. Ce que vous dites, mon père Alain, libre de moi. Ce que vous dites, Alain, ce rejet qu'avaient vos parents de la Pologne, que vous auriez aimé connaître avec eux pour qu'ils vous racontent. Regardez, un psy, un vrai, pas de pacotille, l'analyse très bien quand on lui a parlé de vous, c'est Philippe Grimbert, d'autant que ça résonne avec son histoire personnelle. Cher Alain Finkielkraut, vous savez comme moi que nous sommes habités par la mémoire de nos pères. Nous avons hérité de leur culture, de leur savoir, mais aussi, et plus douloureusement, de leurs blessures, de leurs angoisses, de leurs traumatismes. Votre père en a connu 2 majeurs. L'horreur d'Auschwitz, bien entendu, mais aussi, et c'est peut-être tout aussi douloureux, le rejet par son propre pays, antisémite,
la Pologne de l'époque et sa nécessité de quitter son pays d'origine et sûrement de développer ce que les Grecs ont appelé l'oïkophobie, c'est-à-dire la haine de la maison natale. Ce sentiment, je pense qu'il gît au fond de vous, dans une sorte de crypte, toujours prêt à se réveiller, dormant d'un sommeil de chat. Comment imaginer que vous puissiez rester silencieux, calme, serein, devant la montée de la menace? Évidemment, à chaque fois que se présente cette menace, vous réagissez. Et je crois que c'est parce que se réveille en vous la douleur d'un père.